Moi, je vous remercie. Donc, je travaille à Rennes, je suis pédopsychiatre et notamment je travaille dans une unité d'évaluation diagnostique autisme chez l'enfant au CRA, Centre Ressources Autisme de Rennes. Et donc ce sujet est venu au départ d'une consultation en binôme dans le cadre du centre de compétences de Rennes avec une généticienne, une collègue généticienne. Et c'était à propos d'une jeune fille dont je reparlerai, une jeune fille que j'ai nommée Alice et qui a une maladie très rare, un syndrome de dos, et pour laquelle justement cette question du TSA s'est posée. Donc je vais commencer par quelques chiffres pour montrer l'association fréquente dans les déficiences intellectuelles graves et profondes du TSA, puisqu'on voit qu'il y a 20 à 40% associés. Et dans le même sens, dans les TSA, il ne faut pas oublier qu'il y a 15% des personnes avec TSA qui ont une déficience intellectuelle sévère. Et également l'origine génétique retrouvée très fréquemment dans cette population de personnes, puisqu'on voit qu'il y a autour de 40 à 50% d'origine génétique. Et l'origine génétique est d'autant plus fréquente que les troubles sont sévères. C'est ce qui a été observé. Voilà. Donc également, on sait qu'il y a dans de nombreuses maladies génétiques, il y a une présence de troubles neurodéveloppementaux et de troubles du spectre de l'autisme également. Donc là, j'ai mis quelques noms de syndromes qui sont plus fréquents, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, donc la trisomie 21, le syndrome de l'X fragile, etc. Voilà, donc l'objet de cette présentation, c'est d'essayer d'évaluer quelle est la complexité un peu du diagnostic dans cette population-là. Donc j'ai retrouvé des recommandations HAS de l'Haute Autorité de Santé, notamment un document sur le diagnostic qui parle d'une vigilance concernant la difficulté de diagnostic lorsque le niveau de développement est inférieur à 18 mois. Et une autre recommandation qui est l'accompagnement de la personne handicapée vraiment dans sa spécificité. Et donc sa spécificité, ça sous-entend vraiment d'aller détecter au plus près les éléments du diagnostic. Et là, pareil, il est notifié que le diagnostic différentiel entre autisme et déficience intellectuelle sévère n'est pas simple. D'où l'intérêt de s'y pencher un petit peu plus. Donc voilà, je fais quelques diapos rapides sur les définitions. Il ne faut pas oublier que dans la déficience intellectuelle, il y a la notion de fonctionnement adaptatif, c'est-à-dire l'autonomie, la vie quotidienne, pas seulement le QI ou des choses comme ça. La dyade autistique, donc ça c'est, pour faire un diagnostic d'autisme, il faut qu'il y ait des éléments présents dans les deux dimensions, la communication et les interactions sociales, et aussi ce qu'on appelle les intérêts et comportements restreints et répétitifs. Donc dans cette deuxième partie, j'ai une diapo que j'ai trouvée pas mal, qui détaille un peu ces intérêts restreints. Voilà, donc on voit qu'il y a à la fois les intérêts très forts, les rigidités, c'est-à-dire ça va être les routines, les rituels, les stéréotypies, qui se voient dans beaucoup de syndromes, pas forcément TSA, et la sensorialité. Donc, avec des hypersensorialités pour les bruits, on parlait tout à l'heure des supermarchés, voilà, et hyposensorialités qui sont plus des recherches de stimulation, des besoins de stimulation. Donc ça, c'était une diapo pour montrer que
voilà, le TSA, la TDI sont vraiment dans les troubles du neurodéveloppement. Et aussi, il y a la présence du TDAH qui est importante à repérer. C'était pour resituer un petit peu le sujet. Donc, pourquoi diagnostiquer le TSA ? Bon, ça peut paraître peut-être une évidence. L'idée, c'est de, avant de faire un bilan, c'est aussi de toujours se poser pourquoi faire un bilan. Donc voilà, ce qu'on attend du bilan, ça va être une meilleure compréhension des besoins de l'enfant, la prévention de troubles du comportement, parfois aussi la possibilité d'avoir des accueils dans des structures plus spécialisées. Quelquefois dans les instituts médico-éducatifs, il y a des services un peu plus spécialisés dans l'autisme. Dans les dispositifs d'accueil temporel, il y a aussi des équipes mobiles spécialisées, donc ça peut être toujours intéressant. Et puis effectivement, dans la recherche. Et donc toujours dans les pourquoi diagnostiquer, on va toujours se demander chez la personne, chez l'enfant pour qui on va faire un bilan, qu'est-ce qu'il va en tirer de plus aussi, c'est une question importante, parce que quelquefois beaucoup de choses sont déjà mises en place. Et donc les préconisations un petit peu plus particulières à l'autisme, c'est que vous connaissez sans doute déjà, hein, c'est structurer l'environnement, aménager un cadre de vie avec un rythme plus prévisible. Ça peut être l'utilisation aussi d'outils assez spécifiques, d'outils plus visuels, qui vont aider la personne à mieux se repérer. Une grande part aussi pour les troubles sensoriels et aussi faire attention à l'expression de la douleur qui peut être un petit peu différente, mais c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Alors, le diagnostic de TSA, actuellement, il est organisé en 3 niveaux. Donc, la première ligne, c'est le repérage, les personnes qui vivent auprès de l'enfant. Ça va être les écoles, les médecins traitants, les pédiatres. La deuxième ligne, qui est la plus fréquente, c'est le diagnostic de TSA par les pédopsychiatres, les structures médico-psychologiques, les CAMS. Donc, très souvent, même dans la population de déficience intellectuelle, ce niveau-là est suffisant. Et donc, lorsqu'il y a un doute diagnostique, une difficulté diagnostique, les professionnels de ce deuxième ligne peuvent demander un bilan un peu plus poussé au centre ressources autisme, aux unités de troisième ligne. Bon, désolée, la diapo, c'est Franche-Comté, mais je la trouvais bien faite. Mais elle est valable pour toutes les régions actuellement. Alors là, mon propos, c'est plus sur la spécificité de ce diagnostic dans la population des personnes qui ont une déficience intellectuelle associée. La nécessité de faire un bilan fonctionnel très complet, qui est déjà valable pour tous, mais encore plus chez ces personnes-là, chez ces enfants-là. Et ce qui va être le défi un peu, c'est d'évaluer les... Pardon, je suis en train de manger le micro. Excusez-moi, ça va, vous m'entendez là ? Très bien. Donc la difficulté, ça va être de vraiment observer les signes évocateurs du TSA en lien avec le niveau de développement et aussi évidemment les éventuels handicaps associés. Parce qu'on va avoir parfois des enfants qui ont une malvoyance, une surdité. Et donc l'enjeu, ça va être de pouvoir tenir compte de ces handicaps. Donc le bilan fonctionnel, je passe assez vite parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'aller voir le langage, le comportement, faire un bilan vraiment complet. D'utiliser des échelles. Les échelles, là, c'est les échelles pour le bilan fonctionnel. Ce n'est pas du tout exhaustif, hein, mais c'est pour donner une petite idée. Nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est la Vineland, parce qu'elle permet de donner un âge développemental approximatif dans différents domaines. La socialisation, par exemple, la vie quotidienne, la motricité. Et
J'en ai oublié un, mais ça me reviendra. Donc voilà, je les détaille pas tous. Il y a la notion aussi de profil sensoriel. Donc il en existe plusieurs aussi. Hein. Et donc ces échelles, souvent c'est à partir d'un âge développemental d'1 an. Mais on peut aussi les utiliser à visée qualitative en dessous. Et il existe aussi des échelles spécifiques pour diagnostiquer le TSA. Et donc, dont certaines, elles sont pareil, ce n'est pas une liste exhaustive. Certaines ont été créées pour cette population d'enfants ou d'adultes aussi, qui ont une déficience intellectuelle. Et donc la PDD-MRS est particulièrement intéressante, elle a été validée. Elle peut être passée par différents professionnels, pas forcément des médecins. C'est un questionnaire auprès des proches de l'enfant qui tient vraiment compte de la déficience intellectuelle. Et la MSE également, c'est une échelle, c'est un questionnaire qui observe directement l'enfant, ou l'adulte d'ailleurs, et qui pose des questions à l'entourage. Vraiment, ces deux échelles ont été créées pour la déficience intellectuelle. Et les échelles habituelles, c'est la DOS, c'est un entretien filmé, où on fait des jeux avec l'enfant, des activités standardisées. Et l'avantage, c'est que c'est filmé, donc on peut après regarder tranquillement la vidéo, observer la gestuelle, la mimique, toutes les interactions en détail que l'enfant va établir avec l'interlocuteur. Et donc l'ADI, ça c'est un questionnaire très complet qu'on fait auprès des parents sur toute l'histoire du développement de l'enfant. Voilà, donc ça c'est juste une illustration. Je vais passer assez vite parce que ce serait très long. C'est un tableau pour illustrer les différences, les subtilités un petit peu dans chaque domaine. Après, voilà, c'est plus un outil de travail. Ne le prenez pas forcément en photo. C'est plus un outil de travail qui n'est pas forcément complètement finalisé. On a les interactions sociales et voilà, les comportements répétitifs. Bon, je ne vais pas passer tout ça en détail. La sensorialité, qui est quand même souvent plus forte chez les personnes TSA quand même. Et la notion aussi de regard sur le développement de l'enfant. On va peut-être parfois même se dire, ben là c'est un peu tôt, on va peut-être attendre que l'enfant ait 8 ans par exemple, 8-9 ans, pour faire le bilan qui sera peut-être plus informatif. Donc quelques notions importantes à retenir. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un bilan standardisé type, on adapte à chacun. Donc c'est pluridisciplinaire, comme je disais déjà. Souvent, on a besoin, dans ces diagnostics complexes, de vidéos et d'observations directes de l'enfant dans son milieu de vie. Donc il faut être un peu créatif, un peu inventif quelquefois. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, l'évolution est importante. Et plus le retard de développement est important, plus le diagnostic sera incertain. C'est vrai qu'on va, enfin, en tout cas nous, je ne sais pas dans d'autres centres, on va quand même avoir une difficulté, ce qui était déjà noté au départ, avant l'âge développemental de 18 mois, quelquefois de distinguer vraiment la part de ce qui peut être juste des éléments de l'autisme ou vraiment d'un diagnostic. Voilà, donc comme je disais au début, pour illustrer, donc nous avons vu avec la collègue généticienne à Rennes une jeune fille que je nommerai Alice, qui est venue avec sa mère. Donc Alice a 10 ans, et elle a un syndrome de dos, donc c'est un syndrome très rare. Et dans ce syndrome, il y a une hypotonie, donc elle a marché tard, mais maintenant elle se déplace. C'est une jeune fille qui ne parle pas. Elle a des petites vocalises, mais elle n'a pas le langage verbal. Et elle a également une faible acuité visuelle. Elle y voit un petit peu, mais elle regarde un peu en périphérie. Et elle
Elle a aussi, l'hypotonie touche aussi la sphère buccale, ce qui fait qu'au niveau de la parole, de l'alimentation, ça peut être gênant pour elle. Donc là, c'est pour illustrer très rapidement la démarche un peu complexe du diagnostic, puisque forcément, voilà, donc sur la gauche, vous avez les éléments évocateurs du trouble du spectre de l'autisme chez cette jeune fille, et sur la droite, ce qui peut être expliqué par les explications un peu multiples, parce qu'évidemment, l'évitement du regard, il fallait voir si c'était parce qu'effectivement, juste la jeune fille Alice ne croisait pas le regard ou commençait juste à croiser le regard vers l'âge de 8-9 ans. Et voilà, je vous laisse lire. C'est vrai qu'elle est beaucoup dans le sensoriel, elle aime beaucoup la musique, le toucher, et c'est très envahissant. Les stéréotypies aussi, les jeux répétitifs, tout ça, c'est observé chez cette jeune fille. Donc on a, voilà, juste pour illustrer ce qu'on a pu faire, donc en fait, elle avait déjà, quand elle est arrivée dans l'unité diagnostique, elle avait déjà des bilans dont on a pris compte. Et on a pu faire donc l'échelle PDD-MRS, qui montrait un autisme, mais plutôt dans une forme assez légère. Et on a été beaucoup en lien avec les professionnels qui s'occupent de cette jeune fille. C'est ça qui était intéressant, avec l'orthophoniste, et les professionnels de l'IME, qui en fait étaient quand même très intéressés des éventuelles préconisations. Voilà, donc en conclusion, cette catégorie est quand même quelquefois un petit peu oubliée, surtout leurs besoins très importants ne sont pas toujours pris en compte. Voilà, il ne faut pas oublier non plus on parle quelquefois beaucoup de l'autisme, mais aussi des troubles psychiatriques et autres. Et voilà, donc ce diagnostic, toujours se poser avant un bilan à quoi ça va servir, et faire un bilan sur les compétences et les besoins de l'enfant plus que sur les déficits qui s'accumulent. Parce qu'auprès des parents, ça peut être un petit peu compliqué de rajouter encore toujours des diagnostics, des déficits. Donc vraiment toujours parler dans des bilans des compétences et des besoins de l'enfant. Merci. Merci beaucoup.